Merci de nous prendre en marche sur l'Intelligent TV pour l'édition de l'Intelligent Club de ce mardi 29 avril. Trois actualités figurent au menu de ce numéro. Examen blanc, qu'est-ce qui s'est passé hier dans les écoles de Côte d'Ivoire? Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, les religieux peuvent-ils faire quelque chose? Enfin, le PDCI RDA dans la rue à partir du 2 mai 2025. Si que peut-il se passer? On marque une courte pause et on revient pour le décryptage avec nos chroniqueurs. Depuis 48 heures, l'école ivoirienne replonge dans la crise. Les examens blancs prévus hier, lundi 28 avril et ce mardi 29 avril ont été perturbés par endroits sur le territoire national. Soro Djabiga, comment expliquer justement cette situation qui vient nous rappeler les heures sombres de ce début du mois d'avril avec la grève des enseignants? Merci Adji. J'aimerais faire noter que l'interruption brutale des examens blancs régionaux sur toute l'étendue du territoire national, notamment à Bloloquin, où j'ai quand même observé avec beaucoup d'attention, traduit un nouveau tournant dans la crise qui secoue le système éducatif. Cette décision qui a été prise par l'intersyndicale de l'enseignement marque un point fort et vient encore secouer le milieu éducatif et ce n'est pas sans conséquences directes et indirectes. Cela va avoir forcément beaucoup d'impact sur l'enseignement, sur l'encadrement des enfants, mais sur le programme aussi scolaire. D'abord, ça démotive les enfants, ça déprogramme le programme scolaire qui est préétabli depuis le début de l'année scolaire. Ça traduit encore une crise de confiance qu'on ne cesse de répéter entre les syndicalistes et le gouvernement, qui est un problème institutionnel. Et on ne sait pas quand ça va finir. Généralement, on a tendance à le dire sous nos cieux en Côte d'Ivoire. On sait quand les problèmes débutent, on ne sait pas quand ça finit. Et l'intersyndicale, notamment tous les syndicalistes qui sont concernés par cette crise-là, et ceux même qui n'ont pas pris part à la grève, ne font que revendiquer la même chose. J'aimerais noter qu'il y a de nouvelles composantes qui se sont ajoutées encore sur les axes de revendication. Vous faites référence aux ponctions salariales constatées par plusieurs enseignants depuis hier? Notamment ceux qui n'ont pas pris part à la grève. Au départ, c'était les enseignants. Initialement, les enseignants réclamaient des meilleures conditions de travail et de vie sociale. Les enseignants réclamaient des primes d'incitation. Aujourd'hui, les enseignants réclament toujours ces primes d'incitation. Ces enseignants réclament également la libération de leurs camarades assis du Gari. Ces enseignants réclament encore la réhabilitation de ceux qui ont fait l'objet de ponctions sur leur salaire, ceux qui ont vu leur salaire suspendu. Et d'autres enseignants qui n'ont pas pris part à la grève, qui ont été également touchés par cela. Et on a été fort surpris de voir le communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui dit que tous ceux qui se sentent concernés par ce problème peuvent rédiger un communiqué, une lettre, un courrier à leur direction des ressources humaines respectives dans lequel ces derniers expliquent leur situation et ils prouvent à travers des captures de leur cahier de tests qu'effectivement ils n'ont pas pris part à la grève. Mais pourquoi procéder à la sanction avant de demander aux gens de venir justifier qu'ils étaient là? Quel est ce mépris-là que leur gouvernement, leur ministère de tutelle applique sur eux, alors que tout le monde est en train d'appeler à un climat d'apaisement? Alors justement, Jean-Richard, est-ce que vous avez un aperçu à votre niveau dans le courant de la journée des régions du pays où des perturbations ont eu lieu, notamment dans le primaire ou le secondaire? On disait à l'entame de cette émission, les examens blancs n'ont pas pu se dérouler convenablement. Qu'est-ce que vous en saviez à votre niveau? Vous savez, c'est une situation qui nous peine parce que l'année scolaire, quoi qu'on dise 2024-2025, reste perturbée depuis la première grève qui remonte à mi-octobre. Et aujourd'hui, fort malheureusement, le gouvernement peine à trouver des solutions. Donc c'est avec pincement au cœur qu'on a appris ce matin que dans la région de Cavali, c'est l'une des régions où les examens blancs n'ont pas pu se dérouler, c'est fort dommage. À Divo également, il y a certaines localités où les examens dans le primaire n'ont pu se tenir. Et figurez-vous qu'à côté des examens blancs dans le primaire, il s'est ouvert depuis hier les épreuves physiques
pour le baccalauréat. À Dabo, par exemple, j'ai discuté avec quelques enseignants dans cette localité. Malheureusement, la plupart des enseignants ont débraillé de ce côté-là. À Divo également. Donc, c'est une situation qui peine quand on sait qu'on est à quelques semaines des examens de fin d'année. Et puis, on est plus ou moins peiné quand on se dit que cette situation-là, depuis octobre, n'évolue guère. Je me dis que qu'est-ce qui peut expliquer ce blocage? On est dans une nation où il y a près de 300 000 fonctionnaires. Et sur les 300 000 fonctionnaires, il y a plus de 150 000 enseignants, ce qui n'est pas négligeable. Et ces 150 000 enseignants souhaiteraient avoir une prime d'incitation. Le gouvernement estime que cette prime d'incitation va coûter autour de 400 milliards et qu'elle ne peut pas aujourd'hui répondre favorablement à leurs besoins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un comité scientifique, il y a un comité d'experts qui a été mis sur pied depuis le mois de février et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun résultat de ce comité d'experts. J'ai l'impression qu'on va tout droit dans le mur à quelques semaines. Les négociations s'échelonnent quand même jusqu'à septembre. Oui, mais c'est vrai que les négociations s'échelonnent, mais on ne voit pas le bout du tunnel. Les semaines s'enchaînent et c'est les mêmes observations qu'on a. Moi, j'en appelle à la responsabilité, comme j'aime à le dire, des uns et des autres. À la responsabilité non seulement des enseignants, parce qu'on est à quelques semaines des examens de fin d'année. Figurez-vous que les épreuves physiques du baccalauréat ont été bouleversées dans plusieurs régions. Les enfants au niveau du primaire n'arrivent pas à faire les examens blancs. Je pense que c'est dommage. Quand on sait que le niveau aujourd'hui de l'éducation en Côte d'Ivoire pose problème, on était en train de sortir la tête de l'eau et on retombe dans les mêmes remous qu'a connu l'éducation nationale. Je pense que c'est fort dommage et qu'il faut qu'on sorte assez rapidement de cette situation. Alors, parmi les principales motivations qui fondent le regain de colère chez les enseignants, qui en a poussé de très nombreux d'entre eux à débrayer depuis hier, lundi 28 avril. On enregistre entre autres les ponctions salariales et beaucoup d'entre eux se plaignent de ne pas être dans les conditions optimales pour justement accomplir leur devoir d'enseignant. On va écouter deux témoignages livrés sous le couvert de l'anonymat. Ce sont des enseignants qui expliquent le drame qu'ils vivent actuellement depuis avoir constaté des ponctions assez lourdes sur leur salaire de ce mois d'avril. Je suis enseignant du préscolaire et du primaire dans la région du Cap-Vert, président d'un département de Guiglo. Et nous avons constaté avec amertume que ce mois d'avril, les salaires de la majorité des enseignants ont subi des fonctions de manière extravagante, de manière exagérée, sans aucun critère, parce que les fonctions vont de 85 000 jusqu'à 200, voire 250 000 francs au niveau du secondaire. Alors, les enseignants, voyant cette situation, les salaires fonctionnés, certains suspendus, ont décidé de se manifester, tout en boycottant les examens blancs au niveau du secondaire qui s'est fait hier, le 28 avril. Aujourd'hui, les examens blancs au niveau du primaire ont été aussi boycottés parce que les enseignants estiment que leur salaire a subi une fonction démesurée. Alors, nous tenons à demander au gouvernement de faire face à cette réalité, de faire face à la situation des enseignants. Nous réclamons une prime trimestrielle. Pendant que nous réclamons une prime trimestrielle et que nous allons en négociation, le gouvernement qui nous promet ne pas toucher notre salaire, nous sommes surpris que ce mois-ci, certains même n'ont pas reçu véritablement de salaire. Alors, c'est un cri de cœur des enseignants du département de Cavali. Pratiquement tous les centres ont été fermés, les enfants sont retournés à la maison. Alors, nous demandons sincèrement à ce qu'on retourne à la table de négociation pour restaurer cette somme qui a été prélevée sur le salaire, parce que c'était les conditions pour que nous puissions reprendre les cours. Franchement, c'est un peu chaud, voilà, parce que j'ai même pas d'argent pour m'acheter du carburant, pour mettre dans ma moto, pour aller composer. Voilà, on nous dit l'examen c'est mardi. Voilà, nous, nos primaires, on est dans le cavalier ici, là. Il n'y a pas d'argent pour mettre dans les motos, pour aller composer. Par ailleurs, on nous a affecté un peu, on dit d'aller dans les villages pour aller suivre les examens blancs. On va comment? Il n'y a pas d'argent, on a été ponctionné. L'argent de
suffit pas. Il doit payer ma maison, il doit envoyer l'argent à ma famille, il doit faire des trucs, donc c'est un peu compliqué. Vous voyez, franchement dit, moi, il peut pas me rendre dans mon centre. Donc, essayez de voir. C'était juste pour vous faire parler de ça, et puis bon, c'est compliqué, quoi. Vous voyez, il n'y a pas d'argent pour payer du carburant, pour aller dans ce village, pour aller suivre les examens, c'est compliqué. Il ne peut pas me rendre là-bas. On m'a ponctionné, donc j'ai plus d'argent. Moi, mais si je suis prêt même, puis c'est compliqué. Donc, essayez de voir. Soro Djabiga, réaction après avoir entendu ces deux commentaires. On a l'impression que les enseignants qui ont subi les sanctions gouvernementales sont véritablement désarçonnés, désemparés. Financièrement, ça semble difficile d'après ce que l'on a pu entendre, surtout pour se rendre au travail et même pour gérer les charges quotidiennes. Moi, je suis peiné après avoir écouté le témoignage. Des gens qui manifestaient déjà, qui manifestaient leur mécontentement, qui ont fait la grève, qui ont paralysé le système éducatif pendant près d'une semaine parce qu'ils revendiquaient des conditions de vie un peu aisées, parce qu'ils revendiquaient des aménagements pour pouvoir vivre décemment de leur travail. Ces enseignants revendiquaient la prime d'incitation, je l'ai dit tout à l'heure. On part ponctionner de l'argent, on part faire des ponctions sur les salaires. D'autres même se retrouvent avec 190 000 francs ponctionnés. Hier, il y a eu un enseignant au téléphone qui m'a dit qu'on lui a coupé 190 000 francs sur son salaire. Alors, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre décemment de son salaire et qu'on part encore ponctionner là-dessus, qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Finalement, on s'interroge sur la sincérité du gouvernement. Est-ce que le gouvernement veut véritablement que le calendrier scolaire soit respecté et que les enfants partent à l'école dans de bonnes conditions? Parce qu'avec toutes ces pauses qu'on est en train d'observer, ça déconcentre les élèves. Nous sommes à quelques semaines des examens de fin d'année. Et aujourd'hui, la solution à ces problèmes se trouve entre les mains du gouvernement. Ça ne nécessite pas grand-chose pour pouvoir, on ne demande pas grand-chose pour pouvoir revenir à la normale. Les enseignants ont demandé des aménagements pour pouvoir être à l'aise. Le gouvernement est sorti pour dire, bon, on parle d'une affaire de près de 400 milliards de francs CFA. Nous sommes tous convaincus, nous sommes tous conscients que mobiliser 400 milliards, ce n'est pas petit. Ça peut être des prêts qu'on va contracter à l'international ou au plan national, ou bien le gouvernement va établir un programme budgétaire, on ne sait pas. Mais là, on ne demande pas 400 milliards pour leur redonner leur salaire qui a été ponctionné. On ne demande pas 400 milliards pour faire libérer le camarade Assis Dugari, pour qu'il soit content et pour qu'il reprenne les cours. Il y a une urgence. Si le système éducatif est bloqué, l'école ne fonctionne pas normalement, à l'international, ça sonne rouge. Les rentrées scolaires sont financées par l'UNESCO. Les rentrées scolaires en Côte d'Ivoire sont financées par des grandes institutions. Alors, si les choses ne vont pas bien, ça peut créer un dysfonctionnement au niveau international et ça baisse la crédibilité de la Côte d'Ivoire. Jean-Richard, vous estimez comme Soro Djabiga que la clé se trouve entre les mains du gouvernement ivoirien? Ah oui, la clé se trouve entre les mains du gouvernement ivoirien, mais la clé aussi se trouve entre les mains des enseignants qui doivent aussi jouer leur partition. C'est vrai qu'il y a cette volonté manifeste d'avoir cette prime d'incitation qu'ils appellent de tous les vœux, mais il faut qu'ils regardent aussi à la nation ivoirienne, il faut qu'ils regardent à l'avenir de la Côte d'Ivoire parce que ces enfants qui aujourd'hui malheureusement restent à la maison sont l'avenir de la nation. Et puis moi je ne serais pas pessimiste à l'image de Soro parce qu'il faut saluer cette volonté aussi du ministère de tendre la main. Il y a une ouverture, les négociations se poursuivent. La ministre a dit qu'il fallait faire confiance dans sa déclaration d'hier au président de la République. Elle a dit « nous nous sommes compris » et j'estime que dans cette phrase, ça renferme beaucoup de choses, ça renferme une volonté de poursuivre les négociations. Et puis moi, je salue encore plus le communiqué de clarification. On a tous vu ce communiqué de clarification qui dit « il nous revient que des personnes du ministère de l'Éducation nationale ont subi des ponctions sur leur salaire du mois d'avril 2025 alors qu'ils n'auraient pas participé à la grève du 3 au 9 avril. Et en vue de rétablir le salaire de ces différents fonctionnaires, la ministre a appelé les uns et les autres à adresser des courriers et de justifier de leur présence. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Ça montre de la volonté d'aplanir les divergences de points de vue. Donc je me dis qu'il faut réétudier le cas du Gari qui, je pense, doit être mis sur la table. On doit discuter véritablement de ce cas-là. Et puis les enseignants aussi de leur côté essayer de mettre un peu d'eau dans leur vin afin que l'école puisse se poursuivre dans bien de régions de la Côte d'Ivoire. On parlait tout à l'heure sur l'intervention de mon co-débatteur quand il a lu tout à l'heure le communiqué du ministère qui dit que tous ceux qui ont été concernés par les ponctions doivent adresser des courriers dans lesquels ils expliquent, ils justifient qu'ils n'ont pas pris part à la grève. Dans un contexte où tout le monde aspire à l'apaisement, tout le monde aspire que les enfants reprennent le chemin de l'école et que les enseignants se retrouvent dans les salles de classe pour dispenser des cours. C'est à ce moment-là que vous venez ponctionner sur les salaires des gens et ça crée d'autres incidents.
Est-ce qu'on avait besoin de ça? Alors, scolaire des enseignants, et ce matin, au lycée classique d'Abidjan, un établissement scolaire de référence de la capitale économique ivoirienne, des enseignants marquaient leur détermination à aller jusqu'au bout tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites, en l'occurrence la libération de Ghislain Sidugari, mais également la réhabilitation des ponctions salariales et aussi naturellement le paiement de la prime d'incitation. Chers collègues du lycée classique d'Abidjan, nous vous saluons pour votre présence en ces lieux. Aujourd'hui, mardi 29 avril 2025, nous marquons notre soutien à notre camarade syndicaliste, à notre collègue, frère, ami, Assis Ghislain, alias Sidugari, qui a été enlevé injustement, sa famille traumatisée, qui a été incarcéré dans des conditions difficiles, qui a été jugé de façon lapidaire, de façon opaque et ténébreuse. Pourquoi il a été fait cela? Pourquoi il a subi quelle injustice? Parce qu'il a voulu revendiquer la prime, parce qu'il s'est battu pour notre bien-être, parce qu'il a voulu que l'enseignant soit un homme digne, un homme qui a sa place dans la société. Sidugari est aujourd'hui en prison, écroué comme un voleur, comme un malfrat, éloigné de sa famille, éloigné de ses enfants, c'est pour la cause commune. C'est pour que l'enseignant en Côte d'Ivoire soit digne et fier. Pour ne pas qu'il rase les murs. Sidugari en prison, c'est à cause de nous, c'est à cause de toi, c'est à cause des enseignants, c'est à cause des inspecteurs d'orientation, c'est à cause des professeurs de lycée, de collègues, c'est à cause des éducateurs, c'est à cause des étudiants. C'est pourquoi, en ce jour, Jean-Richard, quand vous entendez de telles déclarations qui sont empreintes de colère, quel est votre sentiment en tant qu'Ivoirien, ensuite parent d'élèves? Je me dis que les enseignants ont véritablement besoin de cette prime d'incitation. Comme j'aime à le dire, sur les 300 000 fonctionnaires que compte la Côte d'Ivoire, il y a plus de 150 000 enseignants. Et sous quelle base certains fonctionnaires bénéficieraient-ils de primes? Et les enseignants qui, on le sait, apportent énormément, non seulement à la Côte d'Ivoire en termes d'éducation, mais aussi à l'avenir de ce pays, ne bénéficieraient pas de cette prime. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les possibilités de payer cette prime. Mais je me dis que le gouvernement, surtout le ministère de l'Éducation nationale, gagnerait à mettre en confiance ces enseignants-là pour qu'on puisse sortir de cette crise. Et ils ont évoqué le cas Sidugari. Je pense que c'est un cas qui cristallise aussi la colère de bon nombre d'entre eux. Le gouvernement gagnerait aussi à résoudre ce problème Sidugari parce que c'est l'un de leurs. C'est quelqu'un aussi qui a porté la lutte et ils ont ce sentiment-là qu'ils doivent le porter, ils doivent le soutenir et ils ne doivent pas surtout le lâcher. Donc, dans ce cas de figure, il appartient aussi au gouvernement de regarder à cette situation-là, de laisser du lest pour qu'on puisse partir sur de nouvelles bases, pour que, même si éventuellement en cette entrée scolaire 2024-2025, il n'y a pas cette prime d'incitation, mais que la promesse puisse être faite pour que 2025-2026, les enseignants puissent bénéficier de cette prime. Sera le cas Ghislain Sidugari qui reste visiblement l'épine dorsale qui cristallise la colère de ces enseignants? Je pense que le cas Assis Sidugari traduit un échec du gouvernement dans le processus de sortie des crises dans ce milieu éducatif-là. On n'aurait pas dû arriver là, comme je l'ai dit depuis le départ. Au début des revendications, il n'y avait pas un Assis Sidugari qui était emprisonné. Ça n'existait pas. C'était objectif, c'était des enseignants qui revendiquaient des conditions. Aujourd'hui, il y a d'autres axes de revendications qui se sont ajoutés sur les revendications initiales. C'est dit qu'on a régressé, on n'a pas évolué. C'est dommage. C'est dommage. Le gouvernement devait démontrer à la population, à toute la Côte d'Ivoire, qu'il veut faciliter la situation, qu'il veut amener tout le monde sur la table de discussion pour que les élèves puissent répondre les cours. Mais avec ces nouveaux axes de revendication, on ne sait pas quand ça va finir. Alors que nous sommes à un moment stratégique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes à quelques semaines des examens de fin d'année. Déjà que les épreuves physiques et sportives ont été déjà perturbées, les examens blancs régionaux sont déjà perturbés. Nous sommes en retard. Généralement, ce n'est pas dans cette période qu'on fait des examens blancs régionaux. C'est-à-dire que cette année est un peu déjà perturbée. Et je pense que de chaque côté, on pouvait quand même faire des concessions pour pouvoir aboutir à une solution. Et les concessions, je pense que le corps enseignant en a fait parce qu'ils ont accepté de revenir sur la table, ils ont accepté de reprendre les cours.
Après les rencontres du 8 et du 9, il y a eu des rencontres à Bassam. À l'issue des rencontres, là, on a vu le secrétaire général Blé qui a invité tous ses camarades syndicalistes à reprendre le chemin de l'école. Malgré les camarades, malgré que Assis Dugari était toujours détenu. Alors aujourd'hui, quand ils reprennent les cours et qu'ils se retrouvent avec des salaires ponctionnés, moi j'ai vu des enseignants à minuit à Boaké en train de tourner autour des banques. D'autres étaient dessus, d'autres ne savaient pas comment terminer le mois avec cette ponction qui a été opérée sur les salaires. Donc je pense que le gouvernement doit apaiser la situation, le gouvernement doit pouvoir faire des concessions. Et puis c'est un droit constitutionnel. Que Assis Dugari sorte pour manifester ou Blé sorte pour manifester, c'est un droit qui est prévu par la Constitution. La liberté syndicale est couverte par la Constitution. Donc je ne sais pas d'où vient le problème. Ou par derrière, je pense que par derrière, je ne sais pas si le gouvernement veut renvoyer un message à l'opinion pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a plus le droit de militer, on n'a plus le droit de faire du syndicalisme. Très bien. Alors vous parlez tout à l'heure de concessions de la part du corps enseignant. Ce mardi, s'est tenue l'Assemblée générale de l'ISMENA METE FPA qui aboutit sur certaines résolutions, entre autres un appel à la reprise du travail dès demain, mercredi 30 avril 2025. Déclaration de l'ISMENA METE FPA du 29 avril 2025. Les secrétaires généraux nationaux des syndicats membres de l'ISMENA METE FPA réunis en Assemblée générale ce mardi 29 avril 2025 suite à un mécontentement persistant manifesté par un arrêt de travail survenu à la suite 1. De ponctions salariales et suspension de solde effectuées sur le solde du mois d'avril 2025 touchant de nombreux enseignants qu'ils aient ou non observé la grève. 2. À la non-libération du camarade Assis Dugari, considérant les rencontres entre l'ISMENA METE FPA et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le 29 avril 2025, dont les résultats stipulent 1. La libération du camarade Assis Dugari. 2. Le reversement des ponctions et des suspensions de solde. 3. L'engagement des syndicats à sauver l'année scolaire. Vu les conclusions de l'Assemblée générale des secrétaires généraux nationaux du 24 avril 2025, ayant prévu une assemblée générale le 6 mai 2025, l'ISMENA METE FPA partage la peine de chaque enseignante et enseignant dans cette douloureuse épreuve sur le chemin de la prime. L'ISMENA METE FPA appelle 1. À l'arrêt de toutes les mesures de répression en cours. 2. L'ISMENA METE FPA invite toutes ces directions locales à prendre toutes les dispositions à l'effet de suspendre tous les mouvements en cours. 3. L'ISMENA METE FPA invite à la reprise du travail sur toute l'étendue du territoire national dès ce mercredi 30 avril 2025 à 7 h. 4. L'ISMENA METE FPA invite les enseignantes et les enseignants au respect du calendrier qui sera proposé par le MENA et le METE FPA pour le rattrapage des heures de travail perdues afin d'assurer le droit à l'éducation de nos apprenants. 5. L'ISMENA METE FPA invite tous les enseignants à l'Assemblée générale qui se tiendra le 6 mai 2025 et demande à l'ensemble des enseignantes et enseignants à demeurer à l'écoute du territoire. Fait à Abidjan le 29 avril 2025 pour l'ISMENA METE FPA, le porte-parole adjoint Alain Charles. Jean-Richard, on vient d'écouter les propositions de l'ISMENA METE FPA qui appelle donc à la reprise des cours dès demain sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Est-ce que l'on s'achemine vers un règlement pacifique de cette crise?
Je l'espère et je salue cette déclaration qui respire la responsabilité. Vous savez, de 2002 jusqu'à 2011, l'école a subi, était dans le creux de la vague et l'école a subi les affres de la crise. C'est vrai qu'avec le avènement du président Ouattara, il y a eu des avancées. Il y a eu la révalorisation de la prime de transport, des allocations familiales. Il y a eu le raccrochage de bon nombre d'enseignants. C'est des choses qu'on salue. Il y a eu des infrastructures, il y a eu des collèges, des lycées qui ont été construits dans bien nombre d'endroits de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a les enseignants qui réclament cette prime. Je pense que c'est de bonne guerre, mais il y a quand même des avancées. Et à les écouter, je sens qu'on est en train de partir progressivement vers la sortie de crise. Soro Djabiga, assez rapidement, est-ce que cet appel a des chances d'aboutir? C'est dans seulement quelques heures que les enseignants, s'ils doivent suivre l'appel lancé par l'ISMENA METFPA, devront s'exécuter. Est-ce qu'on peut espérer que demain, les cours reprendront de façon normale en Côte d'Ivoire? Oui, ce sont des leaders syndicaux qui sont écoutés. Mais moi, je salue déjà cet appel. Tout à l'heure, nous avons parlé de concessions. Et je ne cesse de le répéter, le corps enseignant, notamment les syndicalistes, n'ont jamais cessé de faire des concessions. Tout à l'heure, mon co-débatteur a appelé à la responsabilité des syndicalistes. Je suis d'accord avec cela, mais la responsabilité est l'affaire de tous. Je salue cela et cela traduit leur bonne volonté, leur bonne foi dans cette crise que nous connaissons en ce moment. Donc, je pense qu'on peut être optimiste parce que dans une crise qui oppose deux parties, quand une partie déjà fait preuve de bonne foi, je pense que ça peut contaminer aussi les autres parties et peut-être certainement qu'on va aboutir à une solution idoine. On enregistre également la contribution de Gérard Dia. Il est journaliste indépendant et il donne sa lecture de la situation que traverse l'école ivoirienne. On aurait pu dire tout ce qui est bien qui finit bien parce que il fut le moment où il y a eu les grèves un peu partout et il y a eu cette assise entre les fêtiers des enseignants et le ministère de l'Éducation nationale jusqu'à ce que il y ait même l'intervention du ministère de la fonction publique. Il y a eu même la primature qui s'est invitée dans le débat. Et donc, ils ont dû avoir un terrain d'entente et donc cela a précédé le départ pour les congés de Pâques. On s'est dit qu'au retour, voilà, toutes les parties allaient parler d'une même voix, de sorte qu'on trouve un consensus pour qu'on sauve l'école ivoirienne. Et si tel est qu'ils ont pu avoir un consensus et que le mot d'ordre de grève a été levé, je me dis que plus besoin de fonctionner. Parce que s'il y a une négociation, c'est parce qu'au préalable, il y a eu la grève. Et la grève a abouti à un terrain d'entente, a abouti à un consensus. Maintenant, à quoi bon de sanctionner ceux qui ont mené le combat? Ça veut dire que le combat ne devait pas avoir lieu. Et pourtant, il y a eu gain de cause quant au combat mené. Maintenant, si on a apprécié le combat et qu'il y a eu gain de cause, maintenant pourquoi est-ce qu'on sanctionne les gens qui ont mené le combat? Je me dis qu'il va falloir que les gens se retournent sur la table de négociation pour qu'ils s'entraînent encore mieux. Parce que, mine de rien, on n'est pas loin des examens de fin d'année. Et s'il faut perturber encore l'école, c'est comme si ce qui a été fait. Jean-Richard, réaction après cette contribution de Gérard Dia? Oui, comme on l'a dit sur ce plateau, on appelle à la responsabilité des uns et des autres. Comme le disait le confrère à l'instant, aujourd'hui, il y a une responsabilité non seulement des enseignants et du gouvernement. C'est vrai qu'on a besoin de cette prime d'incitation, mais aussi il faut regarder à l'intérêt supérieur de la nation, à l'intérêt supérieur de nos enfants qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Soro, il s'interroge un peu comme vous. À quoi bon sanctionner quand on est engagé dans un processus de dialogue? Votre commentaire? Oui, j'ai relevé tout à l'heure la volonté du gouvernement à revenir à un climat apaisé. Et avec ce communiqué que nous venons de voir, je pense que toute la responsabilité de cette sortie de crise a été jetée entre les mains du gouvernement. Quand on s'attend à ce que les syndicalistes intensifient le mot d'ordre de grève, intensifient la situation sur le terrain, et contrairement à tout ce qu'on peut penser, ils reviennent au soir pour venir dire, bon, revenez dans les salles de classe, revenez donner cours à nos enfants. Je pense que tout le monde regarde maintenant au gouvernement, on regarde leur bonne volonté, on espère que cette fois-ci, des engagements vont être respectés pour que les salaires soient restaurés et que Assis Dugari soit libéré des prisons. Parce que ça, ce sont des concessions qu'on vient de voir. Malgré que les salaires ont été ponctionnés, ces derniers appellent quand même à la reprise des cours. Il n'y a pas bonne volonté plus que ça.
Cap sur le second sujet de notre émission, situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Les religieux peuvent-ils faire quelque chose? Jean-Richard, je me tourne tout de suite vers vous. Quelle est, selon vous, la contribution que peuvent apporter les religieux de par leur casquette d'hommes de foi et aussi l'influence qu'ils exercent sur des multitudes? On a en Côte d'Ivoire des grandes religions, chrétiennes comme musulmanes. Chacune de ces confessions-là draine des millions d'Ivoiriens. Vous, selon vous, quel peut être l'apport de ces religieux-là dans la décrispation du climat sociopolitique dans notre pays? Moi, je pense que les religieux ont une responsabilité et une grande responsabilité. Vous avez évoqué la Côte d'Ivoire comme étant une grande nation de foi et d'après le recensement d'ailleurs de 2021, l'islam serait représenté à près de 42%. Quand on parle de christianisme, c'est plus de 40% de la population et puis il y a autour de 19% de sans religion. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, ou d'animisme, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est un pays ancré dans la religion et que nos guides religieux ont une responsabilité. Non seulement ils sont des garants de la paix sociale, mais aussi ils constituent le ciment social de la nation. À cet égard-là, je pense qu'ils ont une responsabilité. Non seulement ils doivent appeler les uns et les autres à édulcorer leurs propos, ils doivent interpeller non seulement nos leaders politiques quant au dérapage par moment qu'on observe. Je pense que leur responsabilité est grande. Et d'ailleurs, je me rappelle que lors des échanges de vues avec le président le 14 janvier dernier, il y a le forum des confessions religieuses et leur voix était portée par le cardinal Ignace Dobo-Bessi et il appelait déjà à 10 mois des élections, à des élections apaisées. Il appelait les hommes politiques à leur responsabilité quant à cette année électorale. Je pense que les hommes religieux aussi ont cette capacité-là à lire dans le futur. Ils se basent sur les livres saints. Donc je pense qu'à travers ces différentes responsabilités-là, ils doivent parler non seulement aux guides religieux, mais aussi aux jeunes, aux hommes, aux femmes, à toutes les personnes-là qui on observe dans les panels et autres qui dérivent à travers leurs propos. Soro Djabiga, les religieux qui ont certes cette capacité à rassembler, à conduire des multitudes, mais dans le fond, est-ce que leur voix est audible? Est-ce qu'au-delà des prêches, ils peuvent influer sur les positions des acteurs politiques? Merci, vous avez employé le thème au-delà des prêches. Effectivement, au-delà des prêches, les leaders religieux ont un rôle prépondérant, un rôle très important dans le processus d'apaisement de la situation politique que nous vivons actuellement. Je l'ai dit sur ce plateau, les leaders religieux ont un rôle de vigie morale. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, la Côte d'Ivoire fait près de 30 millions d'habitants. Et sur cette immense population-là, 80% des populations sont des croyants, c'est-à-dire les religions révélées. Alors, ces croyants sont entretenus au quotidien par les leaders religieux. Au moins, dans chaque mosquée ou dans chaque église, ce sont des centaines de personnes qui visitent tous les jours, qui viennent prier le matin ou le soir ou le lendemain, je ne sais pas. Mais chaque jour, ces leaders religieux, ces guides religieux reçoivent, il y a de l'affluence, reçoivent des croyants qui se confient à eux et qui les écoutent aussi, qui écoutent leurs messages qu'ils prêchent, les messages qu'ils véhiculent. Sur toute l'étendue du territoire national, les religieux sont représentés. Ils écoutent tout le monde partout. Ils savent ce qui se passe parce qu'ils sont régulièrement au contact des populations. Et quand les leaders religieux viennent tirer la sonnette d'alarme pour dire « attention, ça ne va pas, attention, faites ceci », je pense que les politiciens, tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire devaient prendre cela au bon et faire attention à tous les actes qu'on pose pour éviter de tomber dans le piège qui avait été déjà annoncé. Aujourd'hui, je vais en venir, nous allons en parler tout à l'heure, le PDC est en train d'annoncer une marche. Le PPAC demande à ses militants de rester en ordre de bataille. Du côté du RAGP, même si ce n'est pas prononcé, nous voyons des militants et des sympathisants sur les réseaux sociaux. Le président des jeunes du RAGP qui estime que très bientôt, voilà. Si l'opposition sort, ils les rencontreront dans la rue. Qui se prépare aussi. Et ça, les leaders religieux l'avaient déjà dit, mais ça a été mal interprété dans certaines chapelles politiques. D'autres les accusaient d'être des partisans. Donc je vais dire que les leaders religieux ont un très grand rôle à jouer sur la scène politique. Ils peuvent sensibiliser, ils peuvent conscientiser, ils peuvent également prier, parce que c'est des personnes qui ont été ointes par le Saint-Esprit. Donc effectivement, ces leaders-là ont un rôle à jouer dans la prière et dans la sensibilisation. Très bien. Alors on va écouter les interventions de deux leaders religieux, l'imam Ibrahim Koné de la mosquée d'Abobo Sojefia et le pasteur Kankwame Edmond, qui est pasteur et également consultant. Tous les deux se prononcent sur la contribution que peuvent apporter les religieux dans le sens de la décrispation du climat sociopolitique dans notre pays. En tout cas, tout ce qui se passe maintenant se passe dans la grâce et la miséricorde de Dieu.
que le cœur soit complètement réunifié et que l'élection qui arrive le 25 octobre se passe dans la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu lui-même. Les régions ont déjà fait des choses dans ce pays. Je citerai entre-temps, en 1993, lorsque le président Fouboyen rendait l'âme, nous avons intervenu entre les acteurs pour que tout se passe bien. En 1999, lors du coup d'État militaire, nous avons intervenu aussi. En 2000, lors de l'élaboration de la Constitution de la Côte d'Ivoire, les religions participaient dans toutes les commissions de travail. Évidemment, nous avons conseillé le où, mais finalement, ceux qui étaient au pouvoir en ce moment ont décidé de tenir le et qui a occasionné ce que nous avons. Donc, en 2002, lorsqu'il y a eu la crise militaire politique, nous avons encore parcouru tout le pays pour rencontrer tous les acteurs afin qu'ils se retrouvent pour discuter. Et les différents accords qui ont eu lieu marquent aussi jusqu'à Ouaga 1 et 2, on participer à tous ces accords de manière discrète pour donner des conseils aux acteurs politiques. Et donc les religieux prient et continuent de prier pour la paix. Parce que lorsque le poisson demande que l'eau ne sèche pas, ce n'est pas pour l'eau qu'il prie. En ce sens que une nation, il y a des garants. Une nation n'est pas juste la terre ivoire, non. Il y a un volet spirituel. Et quand nous regardons très bien la Guyanaise, ceux qui l'ont conçu, les pères fondateurs de cette nation, ont bien voulu associer Dieu à la terre ivoire. Si vous lisez bien la Guyanaise, vous allez voir, il est écrit salut ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Or, c'est la Bible qui enseigne de pratiquer l'hospitalité. Et si vous regardez la Côte d'Ivoire, vous savez bien que c'est le seul pays au monde qui a le plus fort taux d'étrangers. Et ça, c'est indiscutable. Maintenant, parlant du débat politique, nous voyons qu'il y a vraiment un problème. Chaque fois que les élections approchent, chaque 5 ans, c'est comme si c'était une malédiction où la nation doit se plonger dans une spirale de violence. Et à mon humble avis, je pense objectivement que Dieu doit s'inviter dans le débat. Maintenant, comment Dieu peut s'inviter dans le débat si ceux qui sont les garants de la chose spirituelle s'y intéressent de loin? C'est en ce sens-là que moi, en tant que consultant, je voudrais quand même donner mon avis. Parce que je pense bien que tous ceux que vous voyez aujourd'hui, qu'ils soient se disant profanes ou bien autres, ils fréquentent un lieu de culte. Dieu doit s'y inviter dans le débat, pour reprendre les termes employés par le pasteur Kwame Kan Edmond. Mais Dieu peut-il s'y immiscer sans être accusé de parti pris? Ah oui, vous savez, dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire sociale, bon nombre de pasteurs se sont fourvoyés par moments. On a vu leur implication par moments critiquée ou controversée pendant la crise post-électorale, même pendant des périodes assez chaudes de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis du peuple ivoirien à être à équidistant des partis. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, ils doivent être dans une position d'interpellation et dans leur message, dans leur exhortation, dans leur prédication, ils doivent inviter le peuple à changer sa manière de parler. Mais au-delà des messages et des prédications, ils ont aussi une responsabilité. Parce que je me dis qu'en tant que pasteur, en tant que leader ecclésiastique, ils peuvent se permettre de s'inviter chez les leaders politiques. Vous conviendrez avec moi que la Fédération des Églises évangéliques peut se permettre d'aller voir le président de la République et parler au président de la République. Le COSIM peut également le faire. Je pense qu'ils ont cette responsabilité aujourd'hui où il y a une sorte de tension dans le pays, où on parle pour ne plus s'entendre. Je pense que leur responsabilité est grande et je pense qu'on est dans une période assez propice pour que ce soit la FECI, l'église méthodiste, que ce soit l'église catholique, ils ont une responsabilité. Il faut rappeler que c'est la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, effectivement, et les catholiques. Tous les religieux ont une responsabilité parce qu'aujourd'hui, où le discours politique devient de plus en plus virulent, où on attend des propos qui dérangent, ils ont une responsabilité d'interpellation. Soro Djabiga, est-ce qu'au sein même des religieux, on a une convergence de vues qui puisse se démarquer des enjeux politiques du moment? Par exemple, quand on parle d'application de l'article 48, je prends un exemple tout banal, entre imams, même au sein d'une congrégation, d'une association d'imams par exemple ou de pasteurs, est-ce qu'entre eux, ils ont la même position
pour dire peut-être au chef de l'État ou à l'opposition, voici ce que nous préconisons, sans que cela ne soit interprété comme un parti pris flagrant. Oui, effectivement, cette action-là traduit une intervention directe dans la politique. Et ce n'est pas du ressort, ce n'est pas le rôle des religieux. Mais finalement, quel est le rôle? S'ils ne peuvent pas se prononcer directement sur des sujets qui touchent à la vie de la nation et qu'ils doivent juste se contenter de lancer des appels à la paix. Oui, les leaders ont beaucoup d'influence sur leurs fidèles. Vous savez, quand on parle de sensibilisation, on parle de prière, on parle d'appel des leaders politiques, des guides religieux, disons, il y a deux cibles. Il y a d'abord les acteurs politiques. Et est-ce que, la question qui se pose, est-ce que ces leaders religieux-là ont une influence sur les acteurs politiques? Est-ce qu'ils sont écoutés par les acteurs politiques? Parce que ce n'est pas des messages qui manquent, ce n'est pas des interpellations qui manquent. Régulièrement, on voit des leaders religieux, des guides religieux qui prennent la parole pour interpeller. Ils interpellent, et quand ils prennent la parole le lendemain, c'est la presse qui est inondée. Chacun y va de sa chapelle politique pour critiquer ou pour soutenir. Donc, après, ni la Bible ni le Coran ne font des positions claires sur les enjeux politiques que nous traversons. Voilà, justement. Donc, c'est la quintessence même du problème qui est là. Parce qu'on ne sent pas une convergence d'idées, une unicité dans la parole au niveau des leaders, des guides religieux. J'ai dit, il y a de même confession. De la même confession, oui, ça existe effectivement. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux cibles. La deuxième cible, c'est la population. Et là, on sent que c'est un peu passif. Avec la population, le courant passe parce que les populations écoutent beaucoup les leaders, les guides religieux. Vous savez, aujourd'hui, toutes les grandes églises, toutes les grandes organisations bénéficient des pages, beaucoup d'audience sur les réseaux sociaux. Et à travers ces canaux-là, les guides religieux peuvent véhiculer régulièrement des messages. Je ne vais pas citer des pasteurs ici, mais on en connaît qui ont plus de 2 millions d'abonnés et qui ont des influences sur leurs fidèles, sur leurs abonnés. Donc pourquoi ne pas utiliser dès maintenant ces canaux pendant que nous y sommes? C'est aussi une lucane, une tribune qui peut nous permettre de les interpeller. On peut utiliser ces canaux-là plutôt que d'interférer dans des buzz inutiles régulièrement. Voilà des choses qui peuvent être faites pour pouvoir apaiser la situation parce que sous nos cieux en Afrique, la religion est beaucoup suivie et beaucoup écoutée par nos populations. Très rapidement, quelques secondes, parce qu'on va aborder le troisième sujet. Quand il s'agit de politique, on devient par moments sourd aux appels des hommes religieux. Et cela, on l'observe très souvent. Il y a des pasteurs influents qui par moments ont interpellé un certain nombre de personnes, mais qui n'ont pas écouté, en dépit du fait qu'ils soient fidèles de ces différentes églises. Donc, par moments, la politique a une... décrédibiliser la voix de certains guides religieux. Et cela est dommage. On a vu ici battre campagne pour certains hommes politiques et même qui ont alimenté par moments les crises qu'a connu la Côte d'Ivoire. Alors, vous savez, dans certaines nations, l'Église a une certaine puissance. Quand vous voyez la République démocratique du Congo, les hommes religieux ont participé, surtout l'Église catholique, a participé par moments à la démocratisation du pays. Et c'est une voix qui porte. Et par moments, ils sont dans une posture où ils critiquent, où ils interpellent, mais sous nos cieux, par moments, le fait de s'affilier ou d'être proche d'un leader politique contribue aussi à décrédibiliser certains hommes religieux. Malheureusement, les tensions, le pays n'en est pas éloigné. Demain, mercredi 30 avril, le porte-parole du PDC-RDA, le député Bredoumi Soumaïla, est convoqué à la police d'Abidjan pour répondre suite à l'appel à la marche qu'il a lancée seulement hier lundi plutôt 28 avril. Le PDC-RDA dans la rue à partir du 2 mai 2025, si à mettre au conditionnel. Que peut-il se passer? Soro Djabiga, à partir du 2 mai, le plus ancien parti de Côte d'Ivoire menace de prendre les rues si certaines revendications qu'il pose ne sont pas satisfaites par le gouvernement en place. Est-ce que l'on s'achemine irréversiblement vers une escalade? Oui, l'escalade a commencé à se faire sentir début janvier avec les assignations de Tidiane Thiam multiples au niveau de la justice. Et là, les choses allaient crescendo. Mais au niveau où nous sommes aujourd'hui, il faut craindre une crise parce que nous avons atteint un niveau vraiment important au niveau de la crispation, au niveau de la tension politique entre nos différents acteurs. Et là, il faut craindre le pire parce que quand le PDCI menace de sortir un parti qui n'est pas toujours réputé pour ce genre d'action-là et un parti, quand on connaît sa force de mobilisation et sa force d'implantation sur toute l'étendue du territoire national, quand un PDCI menace de sortir, il faut craindre le pire. On aurait pu éviter cela. Le PDCI revendique aujourd'hui, le PDCI réclame
réclame aujourd'hui la réintégration de son président Tidjane Thiam sur la liste électorale. Au même moment, le PPACI réclame aussi la réintégration de son leader Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il y a Charles Bleu Goudé également qui a été radié, Guillaume Soro qui a été radié. Imaginez-vous un instant si toutes ces formations politiques décident de conjuguer leurs efforts en vue de se faire entendre. Juste préciser que Guillaume Soro, dans la foulée, je crois depuis hier, appelle à une unicité dans les actions de l'opposition. Oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si toutes ces formations décident de se mettre ensemble, conjuguer leurs efforts pour pouvoir se faire entendre, ça pourrait créer une crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et c'est quelque chose qu'il faut redouter. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on sait à quel moment cela commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Brindoumi a été convoqué à la préfecture de police. Après avoir appelé à la mobilisation, il a demandé à ses partisans de rester mobilisés parce que le 2... ils vont descendre dans les rues à partir du 2, ils vont descendre dans les rues sur leurs revendications n'ont pas été prises en compte. Et dans la convocation, il a été mentionné que conformément à l'article 90 du Code de procédure pénale, il doit venir avec son conseil juridique. Quand on ajoute ça généralement sur une convocation, c'est-à-dire que c'est une affaire pénale. Mais Brindoumi, on sait que la loi notamment l'article... Voilà, donc ça va créer forcément des échauffourées parce qu'il ne va pas se laisser faire. Il sait qu'il bénéficie de l'immunité. Il va venir avec son conseil, il va venir avec des militants. Peut-être qu'il sera accompagné d'autres députés. Et on imagine un peu la scène qui va se produire là-bas demain. On l'a vu récemment lors de la dernière audience de Dame Valérie Yapo. On a vu un peu comment certains députés ont été secoués. Alors Jean-Michel Nguessan, est-ce que vous redoutez à votre niveau également, un peu comme Soro Djabika, un risque d'embrasement? Vous savez, moi, je me pose une question. Est-ce que les politiques ont pris aujourd'hui en otage la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils sont nombreux, peut-être les Ivoiriens, qui ne se revendiquent d'aucun parti politique. Mais aujourd'hui, force est de constater malheureusement que les positions se braquent, la population retient aujourd'hui son souffle, la psychose s'installe. Moi, je pense que c'est fort dommage parce que j'estime que sur les 30 millions d'Ivoiriens, certains ne appartiennent pas à aucun parti politique. Alors qu'aujourd'hui, au regard de l'actualité, la peur habite les uns et les autres, la population retient son souffle, la liste électorale polarise l'actualité, on s'interroge, on se pose des questions. Aujourd'hui, avec cette affaire Brindoumi, est-ce que c'est de l'huile qui est mise sur le feu? Je me pose la question, mais on aurait pu éviter tout ceci si éventuellement les uns et les autres s'asseyent autour d'une table pour parler véritablement des prochaines élections. Parce que quoi qu'on dise, ces élections-là polarisent et j'estime que la plupart des Ivoiriens aujourd'hui retiennent leur souffle. Alors, est-ce que les marches annoncées par le PDCI à partir du 2 mai, donc dans seulement à peu près 48 heures ou 72 heures, bien sûr à mettre au conditionnel, si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement, laissent peser des menaces sur la stabilité du pays? Alors là, on a recueilli l'avis de Bougassako Gervais. Il est le président de la Fondation pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Il donne son avis dans cet élément. Vous savez, celui à qui vous posez la question est un défenseur des droits de l'homme. Et la question des droits de l'homme, c'est une question de liberté fondamentale, de droits fondamentaux. Les manifestations pacifiques, je dis bien pacifiques, elles sont du domaine des droits de l'homme, telles que prévues par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et même prévu par notre loi fondamentale, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Tant que cela se fait de façon pacifique, ce n'est point interdit. Or, le constat que nous faisons, malheureusement, c'est que depuis un certain nombre d'années, en Côte d'Ivoire, vouloir manifester dans la rue est en quelque sorte prohibé, proscrit, quand bien même que les textes de loi les autorisent. C'est un paradoxe qui interpelle, parce que il y a eu un cas précédent où des jeunes d'une ONG de la société civile ont voulu manifester contre la vie chère. C'était en septembre 2024. Le 13 septembre, ils se sont donné rendez-vous. Alors qu'ils ont préparé le déroulé de la marche, la trajectoire et tout, avec les autorités policières, le jour J, ils ont été tous arrêtés et puis poursuivis sous le même chef d'accusation qu'on appelle atteinte, pas atteinte de la société de l'État, mais plutôt trouble à l'ordre public. Dans ces conditions-là, c'est comme si les libertés fondamentales de tout citoyen de s'exprimer sont bâillonnées. Et ce n'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire qui se voudrait quand même
un état de droit, un état de liberté, tant que ça ne viole pas les lois, la constitution ou les lois du pays, et tant qu'il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout. Donc pour moi, défenseur des droits de l'homme, vouloir manifester n'est pas un délit, ce n'est pas un crime en soi. Soro Djabiga, les militants du PDC et RDA qui visiblement se préparent à déferler demain à la police pour soutenir le député Soumaïla Bredoumi, porte-parole de leur parti, qui fait l'objet d'une convocation pour répondre de l'appel qu'il a lancé hier lundi 28 avril à propos des marches que son parti projette pour protester contre la mesure de radiation de Tidjane Cham de la liste électorale. Est-ce que cela ne contribue pas, justement, cette mobilisation-là, à accentuer les craintes quant à une déflagration de la situation? Oui, mais la situation elle est déjà un peu délétère quand on voit ce qu'on subit depuis un moment. Et ce qui va arriver demain, c'est fort probable qu'on assiste à des arrestations demain. Quand on regarde la colère au sein du PDCI, vous avez vu la scène de celui qui a pris le micro pour proposer une autre éventualité. Vous avez vu comment les membres du PDCI ont traité leurs propres camarades du parti. Je pense qu'ils ne seront pas tendres demain avec les gens qui vont croiser à la préfecture de police. Et on peut éviter cela, on a encore le temps d'éviter cela. Et peut-être qu'au cours de cette nuit, on va annoncer l'annulation ou le report de cette convocation. Jean-Richard Nguessan, les militants du PDC qui se mobilisent demain pour aller soutenir ce cadre de leur parti. Qu'est-ce que cela vous inspire, notamment en termes de crainte sur d'éventuels débordements? Moi, j'observe tout simplement qu'il y a une dynamique au niveau du PDC RDA, quoi qu'on dise, depuis les procédures judiciaires qui se sont enchaînées à l'encontre du président Tidjane Cham. Vous savez, le parti est passé par bien de périodes assez délicates et aujourd'hui, le parti veut montrer sa force, sa puissance. J'espère que cette plainte-là sera retirée pour le bonheur de tous les Ivoiriens parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, la crise au niveau des politiques s'enlise, on ne se parle plus, on parle, on ne se coûte pas et c'est bien dommage pour les Ivoiriens. Alors, qu'en pense le docteur Boga Sako Gervais, président de la FIDOP? Il nous partage également son avis sur la convocation de Bredoumi Soumaïla. On va l'écouter. Je dirais que oui. C'est-à-dire que dans un certain moment, j'ai peut-être envie de comprendre la démarche des autorités policières. Bon, mais je m'interroge parce que aussitôt annoncé, aussitôt on convoque. La manière même de convoquer interpelle et ça laisse présager d'une certaine défiance que les partis politiques qui veulent manifester auraient déjà entrepris vis-à-vis de l'autorité. Or, à la vérité, il n'en est rien. Que veux-je dire par là? Si les gens veulent manifester, ils ont exprimé le besoin de manifester, peut-être qu'ils ont lancé un mot d'ordre, peut-être qu'ils ont donné un calendrier, etc. Mais les autorités ont le droit de les approcher ou bien de les convoquer dans le but d'avoir une séance de travail. Or, tel que nous voyons, tel que clairement écrit, sous forme de convocation, ça laisse déjà présager. C'est ce qui fait un peu... Et tout ça, c'est pas bon dans le contexte dans lequel nous vivons. Le contexte ne s'y prête pas et ça ne rassure pas. Des gens veulent manifester et le porte-parole est convoqué. C'est comme s'il y avait déjà un bras de fer. Comment le citoyen perçoit cela? Comment la population perçoit cela? C'est ce qui est inquiétant. En résumé, ce n'est pas la volonté de manifester qui est inquiétante. C'est la convocation maintenant qui inquiète, qui laisse donc entrevoir là une sorte de bras de fer. Oh, il ne devrait même pas y en avoir. Je veux dire, tout citoyen qui veut manifester, si la manifestation est assortie de casse, de violence, mais on interpelle les organisateurs qui doivent répondre. Le parti politique est là, peut interpeller son président ou bien le responsable de l'organisation de la marche. Mais interpeller le porte-parole parce qu'il a transmis un message, il n'est que porte-parole. Vous voyez un peu, il n'est que porte-parole. Donc, vous voyez un peu, c'est tout ça qui ne rassure pas. C'est pour cela que nous, en tant que société civile, nous demandons aux autorités de mettre bas la terre et au pas. Justement, c'est un avis d'expert que nous venons d'entendre, Boga Sako Gervais,
étant, je le rappelle, lui-même juriste. Soro Djabiga, votre lecture de ces propos, on va aller très rapidement. Dr Bouga Sako a terminé en disant qu'il appelle les autorités de la Côte d'Ivoire à mettre balle à terre. Il pense que ça doit être l'option, la seule et l'unique option de tous les acteurs politiques et du gouvernement. Il faut mettre balle à terre. Les revendications du PDCI sont légitimes. Son leader a été radié de la liste électorale. Le PDCI a appelé à la réintégration de son leader sur la liste électorale. Il n'y a pas eu de réponse. Le PDCI sort pour dire, bon, si vous ne mettez pas mon leader sur la liste électorale, moi je vais sortir pour manifester, pour vous dire que je ne suis pas content. On convoque celui qui a fait cette déclaration. Moi je pense que c'est un recul démocratique. Jean-Richard Nguessan, votre conclusion? Moi je pense que face à tout ce que le PDCI subit depuis quelques années, il faut apaiser la situation. Je pense que le timing est mal choisi. Vous savez que le PDCI estime que le parti estime qu'il vit qu'il est acculé, les procédures judiciaires s'enchaînent. Les militants estiment qu'il y a de la déstabilisation. Et aujourd'hui, le porte-parole qui est interpellé, je pense que ça pose un peu problème. Je gagnerais, comme l'a dit Dr Bouga, de part et d'autre de mettre balle à terre pour que les Ivoiriens puissent vivre cette semaine et les semaines à venir dans une certaine paix. Merci à vous, Jean-Richard Nguessan. Merci à vous, Soro Djabiga. Je retiens que nous nous séparons sur le principe qu'il est nécessaire pour les uns et les autres, de part et d'autre, de mettre balle à terre et de jouer la carte de l'apaisement. L'Intelligent Club s'est terminé pour ce mardi 29 avril. On va se retrouver demain en espérant déboucher sur des sujets moins sujets. Attention, au revoir et très bonne soirée à vous.